Alors, le quiz, t'es prêt ou pas? J'ai 3 questions pour toi. Ah bah attends, du coup, Je on peux le fait faire pas pendant peut-être un point. l'émission? Ah si, si, si. Attends, on n'enregistre pas là? Moi j'ai lancé l'enregistrement. Du coup là, j'imagine qu'on est Je... post-générique et tu m'attaques par le quiz, tu vois. Il y a même pas de bonjour, mesdames et Ok, messieurs. ouais, si. 5K. Oh, oh, T'es mort? ouais, man. L'imprévu? Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-lui, mon ami. Il n'est pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. C'est ce que je viens de lui dire. Ok, puisque je vois qu'on peut pas discuter, on va faire un duel. Bonjour à tous les perdus et les retrouvés pour ce nouvel épisode de Projection perdue où on va s'attaquer à un monument populaire et culte, j'ai nommé Princess Bride, réalisé par Rob Reiner et adapté par William Goldman qui a écrit le livre d'origine. Alors pour commencer, Damien, j'ai un petit quiz pour toi parce que c'est quand même un film qui est assez connu, plus aux États-Unis, et il y a énormément de références dans d'autres œuvres à Princess Bride, notamment une réplique sur laquelle on reviendra peut-être. Donc en fait, Princess Bride, c'est un peu méta puisque ça va être un personnage d'un grand-père qui va raconter à son petit-fils l'histoire de la Princess Bride, qui est une comédie romantique, fantastique, etc. Et cet acteur, il est joué par un acteur assez connu qui s'appelle Peter Falk. Est-ce que tu sais pourquoi il est connu? Pour avoir joué qui? Alors, ça je sais, il est connu pour avoir Première joué question. dans Les Ailes du Désir lui-même. Ah ouais, tu Non, me sors je direct déconne. les ailes du Je désir. dis ça parce qu'il a joué dans Colombo. Oui, oui, parce que j'allais nommer les ailes du désir de Wim Ah, Wenders et shit. je pensais même pas que tu l'avais quoi. C'était la prochaine question. Parce que, C'est le en prochain fait, quiz. avant Princess Bride, le dernier film, enfin le dernier truc où j'ai vu Peter Falk, c'était dans Les Ailes du Désir. Et ça date d'il y a quelques mois, donc c'est pour ça que je l'avais encore en tête. Bien joué, t'as pré-shot la prochaine Yes! question. Wim Wenders, il a sorti un film récemment d'ailleurs qui s'appelle Perfect Days, que j'ai adoré, qui est un film, donc une production japonaise qui va représenter d'ailleurs le Japon, qui a représenté le Japon aux Oscars. Qui a représenté le Japon aux Oscars et qui était d'ailleurs à Cannes l'année dernière. Ok, ouais, mais je l'ai rattrapé parce qu'il est sorti assez tard en fait au Québec et vraiment très cool, franchement, je recommande. Et donc la deuxième question, c'est sur un autre acteur assez connu de Princess Bride. Est-ce que tu vois de qui je veux parler? Bah, il y en a plusieurs en soi. En fait, Il y a beaucoup d'acteurs le connus. Ouais. truc que je trouve avec Princess Bride, c'est que c'est une réunion de seconds couteaux. Et c'est des seconds couteaux que t'as un peu vu partout, mais qui dans Princess Bride vraiment brillent. Donc là, c'est vraiment. Du coup, je dois sortir un nom totalement au hasard, là, de mon chapeau. C'est ça Vas-y, que au tu me demandes. hasard, on en a déjà parlé, on l'a déjà évoqué en off. Ah bah, du coup, j'imagine que c'est. Et là, je dis non, et tu me fais non, c'est pas lui. Alors, j'imagine que c'est André le Géant. Tout à fait, ouais. André Jean, donc un acteur, enfin qui est un lutteur en fait, un lutteur professionnel catcheur français. Qui a été durant un temps le grand rival de Hulk Hogan, parce qu'à cette époque-là, on Ouais. aimait bien les personnes qui étaient immenses, qui étaient très grands. Et la particularité, c'est que André Géant était français, qu'il a beaucoup marqué le catch, et que tous les ans, tu as WrestleMania, qui est le plus grand rassemblement de catch au monde. Et en off, donc avant que le catch soit filmé, tu as toujours un tournoi qui est le tournoi d'André Géant, pour mettre en avant le fait qu'il y a eu un impact très positif sur le catch. Et pour la petite histoire, à l'époque où au catch il faisait plein d'histoires loufoques, bah t'avais Big Show, qui est un catcheur qui est très grand et très massif, un peu comme André Géant. On disait que c'était son fils. Et la deuxième année où le tournoi d'André le Géant avait été lancé, bah c'est Big Show qui a remporté le trophée. Voilà. Voilà. Et en fait, en fait, il a une histoire assez incroyable, ce gars. Donc, il a été connu aussi, je crois, au Japon. Donc, il a fait une année au Japon. Il est arrivé aux États-Unis, mais d'abord, il a été à Montréal, donc au Canada. Et il se trouve que quand il était petit, parce qu'il est vraiment immense en fait, et il joue un géant dans Princess Bride. Il se trouve que quand il était petit, il rentrait pas en fait dans le bus et donc il était emmené. La légende raconte qu'il était emmené par un proche de sa famille à l'école. Et c'est un dramaturge connu. Est-ce que tu sais qui c'est? Ouais, je vais chercher dans les références Wow. des Alors, références parce que je sais que t'es calé sur André le géant, donc est-ce que c'est pas Roland Barthes? c'est pas Roland Barthes, hein. Merde. C'était en 1953. Camus? C'est pas un Français celui qui l'a emmené. C'est un Irlandais, mais qui a vécu en France. Alors je n'en ai aucune Alors, idée. c'est un auteur d'absurde
qui n'est pas Ionesco. Ah, Beckett? C'est Beckett, Samuel Beckett, voilà, donc ça m'a fait rire. Donc je vous conseille vraiment d'aller lire l'histoire d'André Le Jay. Il y a plein d'anecdotes, notamment le fait qu'il pouvait pas rentrer dans les toilettes dans les avions et que ça a causé des petits problèmes. Maintenant, dernière petite question qui n'a vraiment rien à voir. Il y a un personnage dans Princess Bride qui est le héros et qui va affronter donc André the Giant, Inigo Montoya, on en reparlera plus tard. Et en gros, il va faire un duel d'intelligence dans lequel son adversaire va devoir deviner dans quelle coupe il y a du poison et il va en mettre dans les deux. C'est du cyanure, je crois. Ils boivent les coupes et l'adversaire meurt et en fait, il explique qu'il avait juste versé du poison dans les deux coupes, mais qu'il s'était entraîné à résister au poison. Alors, j'ai deux questions. Est-ce que c'est possible de faire ça techniquement? Et quel est le nom de cette pratique? Peut-être que en tant que bon historien, tu vas trouver. Quand tu me dis ça, ça me rappelle plusieurs personnages. Je crois que Rasputin, il faisait pareil. Alors, j'imagine que c'est possible, vu qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait. Si c'est pas possible, ça fait qu'il y a beaucoup de personnes stupides. Est-ce que c'est possible, oui? C'est pas. Alors normalement, c'est pas possible, non. Dans la fiction, ça existe beaucoup. Il y a notamment Arsène Lupin qui fait ça. Dans Alexandre Dumas aussi. Alexandre Dumas l'a utilisé, mais ouais, normalement, c'est techniquement pas possible. Et du coup, le nom, je ne l'ai plus du tout, mais je l'ai su à une époque. Ouais, c'est hyper précis. En vrai, c'est hyper précis. Et ça me fait rire parce que c'est un nom, c'est impossible de trouver si tu le sais pas. C'est la mithridatisation en référence à Mithridate, qui du coup est un roi qui Oui, faisait la même tout chose. à fait. Exactement. Ça n'a pas et ça ne marche pas. Too bad. Revenons à nos moutons, à nos princesses et à nos mariés. Revenons à notre bouton d'or. Toi, t'as pensé quoi de The Princess Bride? Princess Bride, il me faisait beaucoup peur parce que quand je l'avais vu, je me souvenais que je l'avais aimé. Je l'ai vu très tardivement par rapport à toi parce que je me souviens que tu n'arrêtais pas de me citer la phrase de Inigo Montoya à une époque. Donc je l'ai rattrapé tardivement et quand je l'ai vu, je me suis dit ah, il était trop cool et tout. Et j'avais peur que, un peu pareil que pour The Zero Theorem que j'ai le même problème de peur que j'avais beaucoup aimé à un instant T et en renvoyant plus tard je me dis ah il est pas ouf et tout et en le revoyant ah mais il est d'une fraîcheur mais tellement agréable. En fait l'un des avantages de l'histoire c'est que comme tu l'as dit de base ben, c'est un conte d'un grand-père qui raconte à son enfant et à chaque fois, on est un peu pris dans l'histoire et t'as un peu ce jeu de souvent recouper pour faire ressortir bah, le dialogue entre le vieux et le jeune. Et à chaque fois que ça arrive, en fait, enfin, moi en tout cas, ça me surprend parce que j'en arrive à oublier que je regarde une histoire dans une histoire. Et l'une des forces, c'est vraiment que c'est un conte. Et ce conte, ça permet d'avoir une histoire élastique et aussi d'une simplicité. En fait, je trouve que l'histoire, Princess Bride en entier, il est d'une parfaite naïveté. C'est-à-dire que c'est pas un film qui est juste manichéen, c'est un film en fait qui va être respectueux et drôle. Il va respecter ses personnages et il va s'amuser à faire quelques pointes d'humour. Par exemple, au tout début, le gosse veut pas avoir cette histoire romantique. Comme il le dit, il est certain que c'est une histoire où les gens s'embrassent et lui s'intéresse pas. Mais son grand-père lui dit non mais t'inquiète, on parle de sport et t'as tout un segment, le segment où justement notre héros dont on ne sait pas encore l'identité à ce moment-là affronte André le géant, donc il affronte Fezzik. Et Fezzik qui lui explique que ouais j'aurais pu battre comme ça mais on va avoir un combat sportif et à 3-4 reprises il répète à la suite le mot sportif et pris sportif c'est sportif et tu comprends que en fait t'auras pas de sport dedans mais c'est juste le grand-père qui essaye de caser le fait que il a pas menti que c'était une histoire sportive. Mhm. Mais le film est tellement bien. C'est en fait, c'est le genre de film qui est pas, qui est très bon par sa simplicité. Et on vit à une époque où on a beaucoup de films, notamment du MCU, on a beaucoup de grands blockbusters qui font les choses de manière compliquée, qui ratent. Et quand même ils proposent des trucs simples, ben, ils les ratent. Alors que Princess Bride, il te montre, tu peux faire un truc assez simple et qui est brillant bah, dans sa réalisation et finalement dans sa mise en œuvre. Ouais, je suis assez d'accord. Il y a un côté, en fait, ce que j'ai jamais compris dans Princess Bride, en le regardant plusieurs fois, c'est que tout le côté un peu cheap, un peu second degré, un peu distanciation de ah, c'est une histoire et on s'en manque un peu.
J'ai jamais compris à quel point c'était du second degré ou pas, et je trouve que le film joue un peu avec ça en mode ah ouais, on se moque un peu de nous-mêmes, mais quand même on est pris dans l'histoire, on n'est pas juste totalement dans le recul de cette histoire-là, et j'ai l'impression que c'est ce qu'essaye aussi de faire le film, c'est qu'on est avec les personnages tout en s'en moquant un peu, quoi, et je trouve que ça fonctionne vraiment très très bien, parce que c'est vraiment des points d'absurde des fois qui fonctionnent. Parce que chaque personnage a un peu sa quête et t'as les autres personnages qui interviennent dans la quête, qui racontent leur histoire personnelle et c'est toujours très particulier parce que tu te dis, mais c'est pas en fait le moment de raconter ton histoire et ça permet de créer un truc qui est absolument rare, je trouve, c'est que dans Princess Bride, tu as plein de héros. En fait, on pourrait penser que l'arc narratif principal, c'est juste ce couple finalement qui s'est perdu et qui essaye de se remettre en place. Mais quand tu prends Inigo Montoya qui est perdu et ensuite décide de se remettre dans sa quête de vengeance, ou même Fezzik qui décide d'aider, tu te retrouves avec plein de personnages qui chacun ont un objectif et ils sont tous intéressants. Bon, les méchants sont un peu moins intéressants, mais tous les héros sont très drôles. Notamment quand ils vont négocier avec le magicien et que le magicien leur explique que ça coûte très cher de ramener quelqu'un à la vie et que derrière ils sont en mode non, mais c'est pour faire chier le roi. Et il est en mode attendez, vous faire chier le roi, mais fallait le dire tout de suite, je vous le fais gratuitement. Pour revenir un peu plus sur l'histoire, pour ceux qui l'auraient pas vu, en gros, c'est un palefrenier qui est amoureux donc de sa maîtresse, et donc il part pour aller chercher de l'or, mais il meurt. Et donc celle-ci se fait, en gros, se met en couple avec le prince, mais un peu par défaut parce qu'elle est en dépression. Et le prince, on voit qu'il complote pour essayer de l'enlever et pour essayer de la faire tuer pour pouvoir déclarer la guerre à au royaume voisin, qui est, je sais plus le nom du royaume voisin, mais je crois que c'est le nom d'une monnaie allemande, et le nom du royaume, c'est Florin, donc est le nom d'une monnaie italienne, qui sont en gros des espèces de royaumes fictifs un peu. Et donc le prince Humperdinck complote, et sauf que il va embaucher 3 personnes pour enlever la princesse, sauf qu'il y a quelqu'un qui va mystérieusement essayer de la sauver. Et on ne sait pas qui c'est, mystère, ou... Voilà, on a très vite compris qui c'est. Le moment où on découvre qui c'est, il est assez simple parce que c'est un film qui utilise le fusil de Tchekhov, mais vraiment à sa façon. C'est-à-dire qu'il va te donner un détail. Ah oui, c'est ça que j'avais noté. En fait, il te donne des trucs qui sont des trucs, quand tu parles du film, c'est vraiment des trucs iconiques. Mais dans le film, en fait, techniquement, ils sont utilisés que 2 fois. Par exemple, si tu prends Inigo Montoya, sa phrase ultra célèbre, il a dit la première fois qu'il rencontre le pirate, et la deuxième fois qu'il le dit, c'est lorsqu'il affronte la personne qu'il recherche. Et en fait, quand il affronte la personne qu'il recherche, il le répète plusieurs fois. Mais si tu prends le moment où on découvre que notre héros perdu est peut-être toujours en vie, il répète juste une phrase qu'on te donne au tout début du film, qui est quand on lui demande un truc, il répond juste As you want. Et à un moment, elle s'engueule avec l'un de ses kidnappeurs, et elle fait ouais, tu devrais te barrer et tout, et il répond juste en tombant d'une falaise As you want. Et As you want. as you As you wish. wish, as Et you ça, wish. tu l'as techniquement que deux Ouais, trois fois dans le film, mais pourtant c'est un truc qui est iconique. ouais, c'est ça, il y a tellement de moments cultes, en fait, c'est ça qui est assez fou, quoi. Parce que c'est justement, ça joue avec ce côté second degré où quand ils tombent de la falaise, ils n'en finissent plus de tomber, et c'est un côté, en fait, assez réaliste, parce que ils tombent comme s'ils faisaient des tonneaux en tombant de la falaise, et c'est hyper long, c'est juste un peu cliché. Et pareil, la phrase d'Inigo Montoya, où t'es quand même content quand il l'a Ouais. dit et qu'il se venge, mais elle est Vas-y, nulle, normalement tu la connais par cœur, ne euh, me déçois pas. je peux la faire en français et en anglais si tu veux. Alors, en anglais, il dit Hello, my name is Inigo Montoya. You've killed my father. Prepare to die. Et en français, alors c'est marrant parce que comme il est hispanique dans le film, ils ont traduit, et il dit Buenos dias, je m'appelle Inigo Montoya, tu attends mon père, prépare-toi à mourir. Il y a un truc, avant de continuer sur le personnage qui est évoqué, c'est au moment où on a choisi le film, moi ce que je voulais c'était un film environ des années 80 avec des marionnettes, parce que je m'étais dit, oh tiens, ce serait sympa de faire un film genre Le Labyrinthe ou autre, qui utilisait des marionnettes à cette époque-là et tout. Et c'est toi, Louis, qui m'a fait, ah mais on pourrait faire Princess Bride, et j'étais en mode, ah oui, trop cool. Et du coup, dans le film, il y a des marionnettes, dans un style que j'aime beaucoup, parce ce sont des marionnettes à l'ancienne.
et ils apparaissent à 2 reprises environ, le moment où ils doivent échapper aux anguilles, où tu vois un moment une bouche qui est métallique, et surtout le moment où tu as les gros rats qui apparaissent, et c'est les rats, je sais plus exactement comment ils appellent, je crois que c'est les rats de taille inhabituelle, ou quelque chose hors norme. C'est Mm. comme un truc genre Oui, et la OVNI ou un première truc fois, comme t'en ça, vois ouais. un passer, eux ils le voient pas parce qu'ils sont occupés à autre chose. Et derrière, t'as une discussion où ils font ouais, en fait, dans le marais, il y a 3 menaces, dans le marais de feu, il y a 3 menaces, il y a le feu, les sables mouvants et Serra. Ils sont en mode ouais, mais Serra, on pense que c'est une légende, et t'es en mode mais ce qu'on a vu juste avant, c'en était pas un. Et puis au moment où on se dit ça, il se le Oui, prend c'est là trop sur la gueule bizarre. et t'as un affrontement un peu C'est pourrave, ça. mais que je trouve trop mignon. Parce que je pense qu'il y a des vraies personnes dans ces rats-là, hein. Mais Enfin, ouais, il y a comme quelqu'un dans le déguisement, oui, quoi. mais voilà, là, quand vous materez le film ou le rematez, quand vous verrez les marionnettes, ce sera la raison pour laquelle on a fait en partie cette émission. En fait, ce qui est étonnant, c'est que dans cette scène-là, tu le vois voir les rats et il fait non, non, mais je crois pas qu'ils existent. Oui, Enfin, il c'est le trop passe. bizarre. Je pense qu'il voulait remettre un peu, tu sais, mettre une ironie, remettre une couche d'ironie dramatique parce que tu vois déjà passer quand eux le voient pas et derrière il passe et tu le vois un peu en fond et t'es en mode mais il est passé à côté de vous, vous l'avez pas entendu, vous l'avez pas vu et en même temps il s'est pas attaqué par le même rat, j'ai l'impression. Mais donc, ouais, c'est un film plein de bons sentiments. C'est dur d'en dire quelque chose, en fait, parce qu'en même temps, tout a été dit. Et souvent, vite, ce qui est dur pour en parler, c'est qu'on tombe souvent dans l'anecdotique, dans le sens où tu te peux balancer plein d'anecdotes et tout. Et je trouve que c'est étonnant parce qu'on parle pas souvent de sa réalisation, qui est pas... Allez, si je peux tirer sur le film, qui est... En fait, je trouve ça bien qu'elle soit pas incroyable. Je veux dire, tu te dis pas, ouais, il y a des plans de fou, c'est incroyable. J'arrive pas à savoir, tu vois, Rob Reiner, c'est pas un cinéaste qui a une carrière excellente et tout, donc Quand c'est tu assez mates sa étonnant. carrière, il a un truc extrêmement bizarre qui sont que tous ses premiers films, quasiment, c'est que des films iconiques. Il a vraiment un moment où c'est un truc qui ressort de dingue. Et moi, ça m'a surpris parce que j'étais en mode, tiens, je connais son nom, mais quand tu regardes tout ce qu'il a fait récemment, c'est en mode pas ouf. Mais son premier film, c'est Spinal Tape, que j'ai découvert de nom, je l'ai pas encore vu, mais très récemment. Enfin, This is Spinal Tap, qui est un documentaire sur un groupe de rock que tout le monde n'arrête pas de citer et qui a peut-être servi pour Joker 2, à voir. Derrière, tu as Stand By Me, qui est une comédie romantique que les gens adorent. Entre-temps, après, tu as Princess Bride, iconique. Tu enchaînes avec Quand Harry rencontre Sally, qui est également iconique. Et ensuite, tu as Misery en 90, qui est considérée comme l'une des meilleures adaptations de Stephen King. Et à chaque fois, tu vois, qui change un peu son style. Genre, premier film documentaire, ensuite comédie romantique. Princess Bride, t'as un peu de fantastique, vu qu'on parle de conte, même si c'est surtout de la comédie et un peu de comédie romantique. À moins Et que ce t'as soit un un film pardon. d'action. Ceux qui ont vu L'arnaqueur comprendront. Et il y a des Et Misery, combats. t'es sur du trailer horreur, donc il était dans une période où vraiment il touchait à tout, il faisait un peu de tout, et derrière, c'est un peu la déchéance. À voir. Mais je pense que. Bah, même moi, ces premiers films, je les aime pas trop. Stand By Me un peu, mais quand Harry rencontre Sally, j'aime pas vraiment. Et je trouve que c'est ça aussi. Et je trouve que la force de Princess Bride, il est vraiment pas dans sa réalisation. Et oui, il a dû. Enfin, il a participé, il a mis en scène. Mais je trouve que ça montre aussi que le cinéma, c'est pas que un art où il y a une personne qui va faire les choses. Et si l'auteur est bon, eh ben, le film va être bon et que c'est aussi tout un cast, aussi un peu de chance aussi, c'est que bah, les bonnes personnes vont se trouver au bon moment ensemble et ça va donner un film culte alors que ça aurait pu ne jamais arriver. Puis il y a le scénariste aussi apparemment qui était assez drôle, William. Alors, il n'était pas juste auteur, il était également scénariste de cinéma, donc c'était pas son premier coup d'essai. Et j'étais sûr de connaître son nom, et en fait, j'ai découvert pourquoi. C'est parce que j'ai vu Les Hommes du Président revu cette année, et j'avais lu son nom vu qu'il a gagné l'Oscar du meilleur scénario avec. Donc, c'est très drôle, parce que c'est deux histoires qui n'ont pas du tout le même ton, mais je pense que ça rejoint ce que tu disais, c'est que Rob Reiner, il a pas une réalisation fantastique, il y a même des fois où on peut lui reprocher de faire défaut, mais ça fonctionne parce que tu as un peu un conte qui est raconté par le grand-père, t'es même pas sûr qu'il lit le bouquin, t'as l'impression qu'à certains moments, il, euh, il invente, et derrière, tu as une intrigue qui s'en sort beaucoup par ses dialogues, ses échanges qui sont à nouveau euh,
un petit côté naïf dans leur rencontre, mais qui fait extrêmement plaisir et qui fait beaucoup rire. L'histoire du roman Princess Bride, il est assez drôle aussi parce que après le film, donc ça a remarché, William Goldman, il a fait croire aussi qu'il y avait eu des problèmes juridiques avec la maison d'édition qui voulait changer la fin et que du coup pour avoir la vraie fin, il fallait envoyer des lettres de plainte à la maison d'édition et c'était pas du tout vrai, hein. Il avait juste écrit en Oh plus des putain. nouvelles fins et je crois 3 chapitres en plus à la fin. Et il n'avait pas du tout de problème avec sa maison d'édition, mais il faisait semblant qu'ils n'avaient pas pu être imprimés, etc. Et même, il a réédité le livre après la sortie du film et il a rajouté des références au film. Enfin, il a l'air d'être assez drôle et justement un peu méta dans la manière dont il aborde son scénario. Le scénario de Princess Bride, enfin le roman Princess Bride qu'il avait écrit pour ses filles. Au niveau du casting, on avait dit qu'il y avait beaucoup de second couteau. Je pense que la personne la plus connue, ça doit être l'actrice qui joue Bouton d'Or, qui est jouée par Robin Wright, du coup, qui a fait Princess Bride, mais qui est surtout connue, je pense, pour Forrest Gump et récemment House of Cards. Moi, il y a un acteur qui, à chaque fois que je le vois dans Princess Bride, me choque. C'est Carrie Elve, Il Elwes. vous Je sais pas vraiment comment on dit son nom, mais c'est un mec, Elwes. Du coup, il joue dans Princess Bride, il joue un héros, et moi, à chaque fois que je le vois, je repense à son personnage dans Saw, où il joue le docteur Lawrence Mhm. Gordon. Et Saw, c'est un des films que j'adore, et ça me choque toujours parce que quand tu regardes sa carrière, il a fait plein de choses, notamment il a tourné dans le Dracula de Francis Ford Coppola, et vraiment, le fait de le voir jouer un héros ici, ça me perturbe toujours parce que je me dis, après ça, il est devenu un tueur dans Même Saw. Fred Savage, qui joue le petit garçon, je crois qu'il était assez connu à l'époque. Fred Savage, c'était une célébrité. Tu pouvais pas faire, enfin, entre guillemets, tu pouvais pas faire un film dans les années 80 avec un gosse sans que ce soit Fred Savage. Ferris Bueller, tu l'utilisais quand c'était un adolescent. Et généralement, tu récupérais celui de Maman, j'ai raté l'avion au besoin. Mais c'est surtout parce qu'il a tourné, si je me trompe pas, dans une série où il a eu beaucoup de succès. Mais de toute façon, tu vois qu'il a marqué de son empreinte enfin de cette période, parce que généralement quand tu fais des films à cette époque Ouais, c'est et ça. que tu parles d'enfant star, à un moment tu vas lâcher Fred Savage. Pareil, le film il est tellement culte que même Oui, Deadpool c'est vrai. tente de l'imiter dans ses parodies de Noël. Oui, c'est vrai qu'il joue dedans, ouais. En récupérant d'ailleurs Fred Savage. Je suis en train de vérifier s'il est tombé dans la drogue comme tous les acteurs Oui. enfants célèbres, mais j'ai pas l'impression. Bravo. Bravo Fred, t'es le meilleur. Ça, c'est un truc qu'il faudrait accompagner souvent. Je fais une grosse digression, mais j'ai l'impression que tous les acteurs enfants connus, il y en a beaucoup, surtout dans les grands rôles, genre Mark Hamill, bon, qui était plus vraiment très enfant, mais ou Daniel Radcliffe, il y en avait beaucoup qui ont eu des problèmes d'alcool et de drogue. Et ça, j'ai l'impression que c'est un truc qu'il faudrait institutionnaliser sur les tournages. C'est des psychologues qui accompagnent les enfants et la célébrité et la différenciation avec leurs personnages aussi. Je pense que c'est hyper important. Mais tu vois, il y a un truc qui tu m'y fais penser parce que alors je sais pas quel rôle il a. Mais je sais qu'il a fait des voix dans BoJack Horseman, et justement, tu as tout un arc narratif sur le fait que les enfants qui jouaient avec une des adolescentes, des enfants qui a joué avec BoJack Horseman, finit par devenir une droguée. Donc je sais pas si c'est lié, mais ça fait un écho assez bizarre. J'avais vu qu'ils voulaient faire un remake aussi de Princess Bride, t'en penses quoi, toi? Je pense que la magie qui a été produite avec Princess Bride est très dure à reproduire. Je pense que faire un remake, c'est une mauvaise idée, mais je pense que tu as plein de matière pour t'inspirer du film. Euh, enfin, pas comme Deadpool, parce que voilà. Mais en fait, le Princess Bride, en le rematant, pour moi, il a aussi mis un truc en avant, qui est sans doute faux, mais il montre de manière très simple que tu peux écrire un conte moderne, tu peux briser les codes. Et ça se voit parce que c'est une époque où quand tu traduisais, tu pouvais traduire des gros mots, ce que tu peux plus faire aujourd'hui. C'est pour ça que Full Metal Alchemist a été redoublé. Tu as la différence avec Paul Canal où tu peux entendre des fais chier ou je les emmerde, alors que dans le redoublage c'est oh non, ah mais vraiment pas de chance. Et tu l'as beaucoup dans Princess Bride, tu as beaucoup de gros mots. Et ça donne un côté assez particulier qui brise le ton parce que tu vois des gens, des cavaliers en épée qui fait ouais, j'en ai rien à foutre. Enfin, pas exactement, mais voilà dans l'idée. Et je pense que
tu as moyen à refaire des contes modernes. Je pense que tu as largement l'espace, on a largement l'espace pour créer de nouveaux récits qui marquent. Il suffit de voir le Chapeauté 2 qui a énormément fonctionné en pourtant ne reprenant que des éléments de conte un peu brisés pour créer à partir de lui-même une histoire. Et Mais c'est exactement ce là que où, faisait Princess Bride. là où le chapeauté est différent, c'est que justement, il prend déjà des personnages préexistants, donc il est un peu plus dans le postmoderne. Déjà, postmoderne, quand on appelle postmoderne, c'est tout ce qui va faire référence explicitement ou implicitement à d'autres choses. Même si Princess Bride l'est aussi parce qu'il fait référence à plein de trucs, mais c'est pas dit explicitement, ah, ça c'est une référence à Podane, à Cendrillon, etc., quoi. Mais je trouve qu'il est vraiment ancré dans son époque, et nous le voir maintenant, on voit que c'est du second degré, mais j'ai l'impression que peut-être dans 50 ans, 60 ans, voir ce film, est-ce que les gens auront pas l'impression que c'est juste un nanar parce que tu sais, des fois, tu un peu oublies les codes d'une certaine époque parce que c'est 87, mais ça serait sorti début 80, ça aurait pu. J'ai l'impression qu'il vient clôturer un peu les années 80, mais ce serait sorti aux années 80. Nous, déjà, on fait déjà plus l'indistinction à ce moment-là. Mais à ce moment-là où tu as déjà plein de films un peu. Et je m'embrouille dans mon explication, mais j'ai l'impression que plus le temps passe et plus on voit, et moins on voit la distinction temporelle, et donc peut-être que se dire que j'ai l'impression que peut-être c'est un film qui va pas forcément mal vieillir, mais peut-être le côté second degré va disparaître. Comme OSS 117, ça se trouve dans 150 ans, peut-être les gens connaîtront plus OSS 117, mais vu que ils verront plus la différence entre le pastiche qui est sorti en 2000 et les vieux James Bond, en fait, parce que clairement la différence est assez maigre finalement. Moi, de mon point de vue, je pense qu'on fera toujours la différence. Parce que, on fera toujours la différence. Pas exactement. C'est-à-dire que si tu regardes sans savoir, tu feras pas la différence. Mais quand tu vas dans un musée et que tu vois, par exemple, des couverts, tu te dis juste, ouais, bon, bah, il y a des couteaux, il y a des fourchettes. Par contre, quand derrière, on te dit, bah, ce que vous voyez, c'est les tout premiers qui ont été faits, tu prends du recul par rapport à l'histoire. Et le fait que Princess Bride met du second degré à cette époque-là, qui est une époque où derrière, tu vas avoir The Last Action Hero, donc l'époque où le second degré commence à prendre sauce, je pense que ça fait que même si aujourd'hui tu as plein d'œuvres qui essorent le truc, quand tu retournes voir les premiers, tu te dis ah mais c'est bizarre, j'ai vu des films récemment qui faisaient pareil, mais les films que j'ai vus récemment, ils le faisaient moins bien. Et tu commences à prendre cette réflexion là-dessus sur finalement, pas le fait que les tout premiers sont toujours meilleurs, mais souvent qu'ils amorcent quelque chose. Et c'est toujours intéressant de voir l'origine des choses. Moi, je me souviens que ce qui m'avait marqué quand j'avais découvert un film culte aux États-Unis qui s'appelle Le Géant de Fer. Quand j'ai rematé Le Géant de Fer, il y a quelque chose qui m'a énormément marqué, c'est que dedans tu retrouves plusieurs scènes tu retrouves dans le premier film Iron Man. Et je me disais, ah, c'est mignon et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que le titre original du Géant de Fer, c'était The Iron Giant. Et c'est le moment où tu comprends d'où viennent tes films, quelles sont leurs sources d'inspiration. Et je trouve que ça fait toujours du bien de se dire, les gens aiment ces films et donc ils font écho, s'en inspirent. Et ne font pas juste des remakes à la suite qui reprennent exactement la même chose, totalement vidés de leur substance. N'est-ce pas Disney? N'est-ce pas Warner? Il y avait un truc sur lequel je voulais revenir et que j'ai jamais vraiment compris. Voilà, à la toute fin, le grand-père a fini de lire le livre, etc. Et finalement, en fait, le petit garçon a aimé le livre alors qu'au début, il aimait pas trop. Il dira, ah, quand je serai malade, tu pourras venir me relire le film. Et le grand-père répond As you wish, en référence au As you wish du début où il raconte que le valet de ferme répondait tout le temps As you wish à bouton d'or pour lui prouver son amour. Et du coup, je suis un peu en mode, c'est un peu bizarre de lui faire dire ça à son petit-fils alors que c'est censé être un truc amoureux, enfin je sais pas, mais c'est peut-être juste qu'ils ont pris l'amour au sens large en mode, enfin, et qui est pas juste seulement un amour romantique. Mais toi, tu l'as interprété comment? Moi, je me suis toujours questionné sur l'utilité. Enfin, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre. Moi, je me suis dit qu'en fait, c'était une histoire réelle et c'était juste Peter Fox qui racontait son histoire. Parce qu'il faut pas oublier que dans les Anges du désir, c'est canon que Peter Fox est un ange. Non, C'est vrai, ouais, c'est vrai. Peut-être qu'il est immortel, on sait plus pas. précisément, pour moi, c'est juste c'est une preuve d'amour et je trouve que c'est quelque chose qui aujourd'hui marche encore plus parce qu'on parle souvent des relations père et fils.
toute la masculinité en soi, et qu'il est très dur d'homme à homme à se dire je t'aime, et encore plus de père à enfant. Et souvent le fait de manière détournée. Par exemple, j'en parlais avec un ami récemment, je lui demandais si son père lui avait déjà dit je t'aime, il m'expliquait que non. Par contre, il m'expliquait qu'à chaque fois qu'il revenait avec sa voiture, son père prenait le temps pour s'occuper totalement de sa voiture. Et je lui expliquais que je pense que c'était la façon dont son père utilisait de lui dire je t'aime. Parce que c'était très dur de lui dire, donc ce qu'il faisait, c'est qu'à chaque fois, il s'occupait de sa voiture pour lui montrer qu'il l'appréciait. Et je pense que Peter Ça me Falk... fait que ce soit une voiture en Mm. plus parce que c'est hyper masculin, Mm. tu vois. Et je... Enfin, c'est hyper cliché. Ouais. Et je pense que Peter Fox, surtout à cette époque-là, parce qu'on est dans les années 80, pour montrer qu'il l'aime, justement, il lui répond As you wish. Mais c'est du coup Ok, une façon donc de lui dire oui, je t'aime, on est proches. Parce qu'au départ, l'amour faut est pas se étendu, souvenir, quoi. enfin, Ok. si tu te souviens bien du début, quand sa mère lui fait ton grand-père vient te garder, il est en mode oh non, pas lui, tout ça, tout ça. Et au final, Oui, il va encore me pincer les joues, ça ouais. Ouais, inverse c'est vrai. totalement le paradigme. Nous voici donc arrivés à la fin de ce conte, ou devrais-je dire plutôt ce podcast. C'était un épisode de Projection perdue sur Princess Bride, un podcast de la Chimérathèque présenté par Louis et moi, Damien. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas d'aller écouter nos autres podcasts. Et je dis salut les gens, et Louis, je te dis à plus, j'espère qu'on se reverra. Salut. Est-ce que ça te dit la fois prochaine, on parle de langoustes? Enfin, je préférais parler d'autre chose. Tu sais, moi j'aime beaucoup les chiens parce qu'ils ont des canines et c'est vraiment un truc que je surkiffe. Mais c'est vrai qu'au final, le homard, c'est un animal qui est un peu pinçant. Je pense que ce serait sans doute mon animal préféré, mais j'ai peur que ça tue en moi quelque chose, je sais pas, mon véritable animal spirituel. Au hasard, le cerf. Parce qu'au final, tu sais que c'est une pauvre créature, mais bon, j'imagine qu'elle a une sorte de gentillesse en elle. Ça ressemblait à ça, la phrase de fin que j'avais prévue de base. C'est pas mal. Ouais, parce que dedans, du coup, As you techniquement, wish, hein. Ah Parfait. Tu gardes ça avec moi qui tente de t'expliquer et toi qui mets juste le as you wish comme un ta gueule.